Poisson y a fait allusion. Je voudrais donner des précisions sur l'histoire de la fouille de la cour carrée du Louvre. Effectivement, lorsque, ayant appris qu'à la suite d'une inondation, un jour d'un violent orage sur Paris, de la cour carrée, il avait été question à la Commission supérieure des monuments historiques qu'il fallait refaire l'ensemble des égouts. Michel m'avait dit, mais il faut en profiter pour refaire les fouilles de l'époque de la Bonne Croix qui ont été faites très superficiellement. Et alors, la première fois, c'était à Leca que nous avions présenté cette requête. Leca n'eut pas le temps d'y répondre puisqu'il fut balayé par la vague de 1981 qui envoya François Mitterrand à l'Élysée pour la présidence de la République. M. Lang ne voulait pas débloquer ses crédits. M. Biasini, Émile Biasini, fut chargé de financer cette opération. Michel Fleury fit ça au point, d'une manière très moderne d'ailleurs, contrairement à ce qui s'est dit, puisque c'était les fouilles de droite, effectivement, puisqu'il avait fait un tapis roulant où défilait l'ensemble de ce qui était ressorti des fossés et autres, et tout était examiné par une succession de petites mains qui étaient là pour tirer du tapis roulant éventuellement des objets, et ainsi il a été reconstitué des quantités de poteries, de verreries même, etc., de choses très diverses qui ont été ainsi sauvées de la décharge. Et donc, Michel Fleury triomphait de voir que ces fouilles du Louvre étaient un succès, surtout après la découverte du casque, enfin des restes du casque de Charles VI, qu'avec son idée toujours que l'histoire était primordiale, il rechercha les textes qui permirent de voir que ce casque avait figuré dans les joyaux de la couronne, et donc ce n'était pas du tout une invention, et il fut très content que le président de la République accepte de venir venir après avoir financé les fouilles, venir inaugurer donc ces fouilles de la cour carrée du Louvre. Et là, Michel Fleury, avec sa grande rigueur, il n'hésita pas à dire « Voyez, Monsieur le Président, la tour du Louvre, dont dépendaient tous les fiefs du royaume de France et où les rois gardaient leurs archives et leurs trésors. Grâce à vous, maintenant, cette tour va pouvoir être visitée par le public et sauvée définitivement. » Alors, M. Mitterrand, évidemment, buvait du petit lait, mais alors, tous les gens qui étaient autour de l'angle étaient fous furieux. Et Michel Fleury, dans les 48 heures, apprit par le journal officiel sa révocation de directeur des Antiquités de Paris et de France. C'était évidemment un coup de Trafalgar, mais c'était vraiment tel qu'en lui-même. Il n'avait pas hésité à dire ce qu'il pensait, même si ça en dérangeait certains. Et là, c'était évidemment énorme. Je veux dire qu'il gagna, il jugea que cette révocation était absolument illégale, ce qui fut effectivement jugé illégal, non seulement d'abord par le tribunal administratif, mais ensuite par le Conseil d'État, qui réclama même sa réintégration. En fait, Michel est arrivé vers l'âge de la retraite et il ne fait plus réintégrer. Il me dit, d'ailleurs c'est mieux comme ça, parce qu'il m'aurait encore donné comme voiture de fonction une 4L et je ne peux pas rentrer dedans. Ça c'était tout à fait lui. Un jour, je le vis arriver avec un paquet lourd, enfin qu'il tenait dans les bras, mais que je voyais bien qu'il était assez lourd, qui était soigneusement emballé. Alors il promenait comme ça toutes sortes de choses. Pendant longtemps, il eut un crâne sur la lunette de sa voiture, à l'arrière, ce qui inquiétait un peu les gendarmes. Alors là, il sortait fièrement sa carte tricolore avec archéologue de la ville de Paris. Alors on ne prenait pas ça pour avoir commis quelques crimes atroces en exhibant ce crâne. Alors donc, soigneusement, il avait fait emballer un objet d'un certain poids. Il déballe ça sur la table. Et qu'est-ce que je vois apparaître? Un pied en marbre, pied très finement sculpté, avec des cottes de mailles sur la chausse en quelque sorte, extraordinaire. Il me dit, Philippe, c'est le pied d'un comte du Perche. Alors, comme il raillait souvent ma monomanie pour le Perche, je dis, tiens, Michel plaisante, et se moque encore une fois de moi,
gentiment comme il savait le faire. Non, non, mais il me dit, je ne plaisante pas, c'est le pied d'Acoste du Perche. Ah bon? Et effectivement, il avait trouvé ce pied dans les fouilles de la rue Soufflot, où il avait d'ailleurs découvert un forum du IIIe siècle qui occupait cet emplacement. Et au cours de la fouille avait été trouvé ce pied de marbre blanc. Et fidèle à sa tradition, il était allé aussitôt vers les archives et les livres, et il avait découvert qu'à l'emplacement de la croisée de la rue Soufflot et de la rue Saint-Jacques, il y avait le couvent des Jacobins, et que dans ce couvent des Jacobins avait été enterré Charles de Valois, comte d'Alençon, comte du Perche, et que donc c'était vraisemblablement ce pied d'Acoste du Perche. Et il avait vérifié dans les historiens de Paris, Sauval et autres, qui décrivaient ce tombeau. Il en trouva même assez rapidement une gravure, et il en poursuivit l'étude. Alors, il vit que ce tombeau, effectivement, avait été saccagé à la Révolution, et que l'église avait été démolie, mais que le grand antiquaire, comme on disait alors, Alexandre Lenoir, amateur de vestiges de l'histoire de France, avait recueilli ce tombeau de Charles de Valois. Et Louis XVIII, ordonnant la dispersion du musée d'Alexandre Lenoir, avait voulu que les restes des princes de la Maison de France qui avaient échoué au musée de Lenoir retournent à Saint-Denis. Et effectivement, ce tombeau était retourné à Saint-Denis. Mais quand Michel se présenta à Saint-Denis avec le pied devant le tombeau, il vit bien qu'effectivement le gisant en marbre avait été reconstitué, mais au lieu d'avoir les pieds à angle droit, si j'ose dire, avec le corps, comme c'était plutôt dans le prolongement du corps, comme c'était précédemment dans la sculpture originale, là, le sculpteur avait fait des pieds assez grands d'ailleurs, qui reposaient sur un lion. Et d'autre part, il ne restait plus qu'un seul pied, et donc le pied ne pouvait pas reprendre sa place comme il l'avait d'abord pensé, puisqu'on n'en avait qu'un seul à remettre en place, c'était pas possible de le remettre en place à Saint-Denis sur le gisant de Charles de Valois. Et donc le pied est allé enrichir les collections de la ville de Paris. Voilà un des exemples de la vie tout à fait extraordinaire de Michel Fleury. Il savait faire partager à tous, il savait nous accueillir les uns les autres, et je suis heureux de voir aujourd'hui dans cette salle nombre de ses collaborateurs, nombre de personnes qui ont travaillé avec lui, qui ont apprécié, et certains d'entre eux d'ailleurs étaient là le 18 janvier 2002 quand nous l'avons conduit à sa dernière demeure, puisqu'il voulut être enterré à Saint-Germain-de-Loizé, là où il avait vécu des jours aussi heureux. Quelle est la conclusion? C'est que Michel était quelqu'un d'exception. On a tous ressenti une exception quand on le voyait pour la première fois, une exception quand on le revoyait ensuite, puis qu'on le retrouvait devant sa table de travail, dont vous avez vu une image véritablement éloquente tout à l'heure. L'épisode du casque de Charles VI, c'est une espèce de phénomène incroyable qui surgit du puits du donjon du Louvre et qui apparaît tout d'un coup comme cet objet extraordinaire, brillant, et qui avait sans doute été un casque de parade, n'est-ce pas, pour Charles VI. Voilà des hommes qui ont suscité, un homme qui a suscité les fidélités, les admirations, mais les fidélités aussi, fidélité avec le Perche, avec Philippe. Et je veux rappeler aussi une chose que Philippe ne vous dira pas, c'est que quand il parlait de lui, il l'appelait Don Philippe. Donc il y avait aussi une espèce de climat d'admiration et d'entraide qui jouait autour de lui et qui continue aujourd'hui à inspirer la pensée que nous avons de lui. Donc c'est ça qui m'est extrêmement sensible aujourd'hui.